la saison de Londres et vous consacra comme un immense dramaturge et moi comme une des plus grandes actrices anglaises. Mais on était en 1914. Quelques mois après notre première, la Belgique était envahie et toute l'Europe à feu et à sang. Les théâtres londoniens fermèrent. Mon mari et mon fils Béou s'étaient engagés et se trouvaient sur le front dans les unités combattantes. Et moi, je décidai de partir en Amérique. Ah, cette guerre, et quelle idiotie! Il nous faut absolument réformer ces institutions politiques, de manière à ce que cet abominable désordre d'une guerre européenne ne puisse jamais se reproduire. Cher clown, la guerre est une monstrueuse folie, mais ne rêvez pas, elle est ancrée dans le cœur de l'homme. J'ai sous les yeux une photographie de vous. Elle a été prise en avril 1899. Vous veniez d'interpréter le rôle de Madame Tanqueray dans cette superbe pièce d'Arthur Pinheiro et le public est émerveillé par votre talent et votre beauté. Vous avez rendu un hommage unanime. J'ai senti ce soir-là mon cœur s'emballer et j'ai su que désormais, il me faudrait absolument écrire une pièce pour vous. Tenez. Oh, je ne tiens pas à voir mes photos. L'heure des rides a sonné. Dieu me vienne en aide et à toutes les femmes. Avril 1899. Oui, je m'en souviens. J'étais en train de faire mes malles après mon succès dans la pièce de Pinheiro. Que n'ai-je eu alors une nombreuse famille qui m'aurait obligé de refuser cette maudite tournée en Amérique. 20 semaines et une montagne de dollars à la minute. On me sollicitait pour jouer la Fausane d'un merveilleux conte de fées en vers d'Edmond Rostand. Je vous avais demandé si vous ne vouliez pas l'angliciser pour nous. C'est vrai. Mais je ne pensais pas être le type qu'il fallait pour tripoter ce truc en fer de Rostand. Je craignais de lui communiquer un arrière-goût de soufre. Je vous l'avais d'ailleurs dit sans embâche, en ajoutant qu'il fallait donner une chance à vos contemporains et vous tourner vers l'aube. Moi, j'étais déjà le soir, vidé de ma substance, stéréotypé, vulgarisé, et puis trop âgé pour jouer à ces petits jeux. J'avais alors déjà 45 ans, et je venais de me marier pour le meilleur et pour le pire avec Charlotte. Une femme irréprochable. Parfaite. Trop parfaite. Une femme parfaite et une habile manœuvrière. J'entends encore la réaction de surprise des gens de théâtre. Monsieur Georges Bernard Shaw, marié, lui, un célibataire endurci et le type accompli du misogyne. Mais c'est impossible. Et c'est vrai que cela paraissait inconcevable de la part d'un homme qui avait écrit celui qui désire une vie de bonheur avec une belle femme ressemble à celui qui veut jouir du goût du vin en ayant toujours la bouche pleine. Ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Même pour un anticonformiste comme moi, un adversaire déterminé de nos sacro-saintes institutions, il faut bien à un moment sauter le pas pour acquérir ce semblant de dignité dans ce milieu bourgeois où j'évoluais, bon gré mal gré, comme un pingouin en smoking sur la banquise de l'Antarctique. Le 5e mois du nouveau siècle, mon premier mari fut tué dans les combats d'Afrique du Sud. Nous avions été mariés 16 ans et la solitude fut écrasante. Il ne me restait plus qu'à me remettre au travail. Une année ne s'était pas écoulée que je créai une nouvelle pièce. Ah, Stella, et quel bonheur ce fut pour moi! Ah, cette nouvelle pièce fut un succès prodigieux, sans précédent. Et
cette musique de Handel, une excellente idée. Avec le recul du passé, je pense qu'on aurait pu améliorer le cœur de l'Alléluia en le laissant infuser 9 ou 10 minutes au bain-marie. Oh, puis j'y pense, j'allais oublier. Il ne me semblait pas juste que pendant que vous papotiez côté jardin, votre partenaire agonise côté cour dans l'indifférence générale. Ah ben, surtout après avoir poussé des râles dignes d'Othello pour attirer votre attention. Enfin, tout ça n'empêchait pas que l'ensemble restait rare. Peut-être. Cela m'a permis en tout cas à remettre le pied à l'étrier. Après quoi, j'ai joué dans une suite de pièces, chacune ayant plus de succès que l'autre. Avec elle, je fis une navette incessante entre l'Angleterre et l'Amérique. Et quelques années passèrent sans que j'entendisse parler de vous, mon cher Cluny. Mes enfants avaient grandi et s'étaient mariés. Béo en 1909 et ma fille Stella l'année suivante. Et moi, pendant ce temps-là, pauvre esclave de ma plume, je pondais pièce sur pièce et l'or coulait à flot dans mes poches. Vous étiez désormais riche et célèbre. Même en Amérique, du jour au lendemain, votre nom était sur toutes les lèvres. Quelle revanche pour le pauvre petit Irlandais emprunté. Vous savez, je dois ma célébrité au fait que je pense 1 ou 2 fois par semaine. J'attaquais alors un sujet auquel je pensais de longue date pour vous. Pygmalion, qui fut achevé en début 1911. Ah, je bondis chez vous. Vous lûtes ma pièce et le lendemain vous m'écriviez « Oh, quelle œuvre ! Mais je suis encore stupéfaite par les bruits étranges qui jaillissaient de votre bouche pour imiter la voix faubourienne d'Élisa. » Et j'ajoutais « Merci de m'avoir fait entendre la pièce et d'imaginer que je pouvais en être la jolie clocharde. Et je vous priais de revenir peut-être un jour prochain pour en reparler. » Et je revins. Oh, cruel. Et je revins par une admirable journée de juin, du rire dans les yeux et un projet de contrat dans la poche. Très heureuse de vous revoir, mais je demandais à réfléchir. Cependant, après votre départ, j'ai éprouvé le sentiment étrange que notre amitié mûrissait trop vite. Oui, vraiment trop vite. Oh, j'en fus persuadée, le jour où je vous surpris en train de glisser une lettre sous ma porte, une lettre d'amour. Ah, mais Stella, mais comment aurais-je pu vous dissimuler plus longtemps la force de ce que vous appeliez notre amitié? Mais d'ailleurs, vous saviez très bien ce qui allait se passer. J'arrive chez vous, calmement, pour discuter le coup. Et là, je tombe amoureux, en 30 secondes, de la tête aux pieds. Et pendant les 30 heures qui suivent, je divague et je marche sur les nuages, comme si le prochain anniversaire devait être le 20e. Mais vous n'aviez pas 20 ans. Et on ne badine pas avec le théâtre, c'est un mouvement. En attendant, je vous fis une promesse. Si j'arrivais à mettre la main sur les gens qu'il fallait, je serais votre petite clochard. Dans tous les couvents, comme vous dites, j'allais claironner la nouvelle fracassante. J'allais crier que vous m'aviez pris au piège. Et voilà autre même d'avoir affaire à moi. Vous serez victime de cet univers cynique où se dissimule ma pauvre petite âme timide. Donc, vous devrez jouer carte sur table. Allez, regarde. Quel enfant vous faisiez alors? Je joue toujours carte sur table. C'est vous qui truquiez les cartes avec vos histoires à dormir debout. Je vous posais mes ruses au vôtre. Et puis je finis par vous poser brutalement la question, craindriez-vous de mélanger votre cœur à celui d'un vieil Irlandais, charlatan et comédien, comme il a mélangé le sien au vôtre, ou plutôt
Craindriez-vous d'en être incapable? Ma réponse fut aussi directe que la vôtre. Ceux qui le disent ont raison. Vous êtes un feu follet. Peut-on s'effrendre d'un feu follet? Mais comment pouvais-je vous exprimer la fascination que vous m'inspiriez? Ainsi, Stella avait décidé de vous prendre au piège. Toute résistance était inutile, elle était irrésistible. Tout Londres connaissait ses charmes sous les projecteurs, mais moi je le découvrais sous un tout autre angle. Ah, Stella, encore aujourd'hui, je ne vous remercierai jamais assez de ce premier rendez-vous que vous m'avez accordé quelques jours plus tard. Oh, vous m'avez fait descendre de mon nuage. J'ai de nouveau les pieds sur terre. Mais ce serait une contre-vérité de prétendre que vous n'êtes pas une femme extraordinaire et que votre charme n'a pas opéré en moi de façon enchanteresse. Sans doute. Mais je vous l'avoue, je m'appliquais surtout à revenir à ce qui m'importait. D'abord, ce rôle que vous me proposiez et l'offre que je fis alors à un théâtre. Même si je ne savais pas encore quel partenaire prendre pour le rôle masculin. Celui de... Oh, c'est trop bête, son nom m'échappe. Higgins. Il s'appelait Higgins. Mais vous ne le retiendrez donc jamais. Et cela n'a guère d'importance. Je crois que c'est d'ailleurs ce que je vous ai alors répondu. Cela n'a guère d'importance et pour le rôle de Higgins. Nous trouverons bien quelqu'un. Le rôle de Higgins. Encore aujourd'hui, vous semblez en douter, mais ce rôle est aussi important que le vôtre. Je m'efforçais de vous en convaincre, en vous prévenant que rien n'est plus inévitable que la chute d'un spectacle à vedette unique. Et j'accumulais les arguments. Rien, pas même mon génie additionné au vôtre, ne pourrait vous sauver de l'échec. Dieu créa la femme après l'homme. La moitié de votre public est composée de femmes. Il faut donc répondre à leur besoin d'idéaliser un mâle. Et comment pourrait-elle idéaliser un pauvre petit nabot, cabot, anonyme, relégué dans un coin obscur du décor et lessivé d'un bout à l'autre du spectacle? Voulez-vous être un marteau sans enclume? Un lutteur forain soulevant des haltères en papier buvard? Non. Montez Pygmalion avec un Higgins au Harbet et vous verrez le résultat. Vous aurez du succès. Mais au bout de quelques semaines, la recette faiblira. Vous serez prise de panique et vous dépenserez une fortune en publicité. Vous emmènerez Pygmalion loin de Londres et la province vous éloignera de moi. Vous vous agiterez jusqu'au jour où vous aurez perdu votre dernier sou. Et là, il ne vous restera plus que l'Amérique comme seule planche de salut. Non. Il vous faut un homme capable de vous résister sur scène. Vous n'êtes heureuse qu'entourée d'escargots. Ah, les escargots, vous n'élèvent jamais la voix. Et pour certaines pièces, ils font parfaitement l'affaire. Mais moi, ce que j'écris doit être joué par des acteurs, pas par des escargots. Non, Stella, il vous faut un Higgins superbe. Je ne veux pas être la cause de votre ruine, ni de la mienne. Mon pauvre ami, mais calmez-vous de grâce. Il me semble vous retrouver il y a 15 ans, et vous n'avez d'ailleurs guère changé. À l'époque, je vous avais traité de pitre. C'est à partir de ce jour-là, vous en souvenez-vous, que je vous ai surnommé le clown. Joël le clown. Mais pardonnez-moi, Stella, mais la fascination que vous exerciez sur moi était si grande que je ne pouvais imaginer que vous, vedette royale, un vétéran en quelque sorte, vous ne puissiez avoir en face de vous une vedette royale. Le mot de vétéran que j'avais un peu maladroitement employé vous avait profondément blessé. Oh, c'est pourtant vrai, cher Joël. J'étais blessée et je ne pouvais plus contenir ma fureur. Un vétéran. Un vétéran. Mais je ne suis pas un vétéran. Vous me donnez l'impression d'être un cheval qui, parce qu'il a gagné une fois le Grand Prix, peut se gaver d'avoine jusqu'à la fin de ses jours. Un vétéran. Mes cheveux sont
sont-ils postiches, mes yeux de verre et ma jambe de bois? Eh bien, sachez que mes yeux sont mes yeux, mes cheveux et mes jambes en pleine forme, et que je n'ai pas un jour de plus de 39 ans. Je suis sûr que j'ai une fille de 28 ans. Qu'est-ce que cela prouve? C'est monnaie courante. Ah, c'est vrai que vous étiez furieuse et que je tentais en vain de m'expliquer, un pauvre idiot que j'étais. Et je continuais de plus belle. On raconte que vous vouliez me tourner en ridicule et que tout le public se torde de rire à me voir jouer une fillette. Nous verrons bien qui rira le dernier. Je me demande ce que deviendraient vos élucubrations sans moi. Mais j'essayais toujours de m'expliquer, et comme un gosse capricieux, je criais en tapant du pied « Je veux ma Lisa, je veux ma Lisa, je ne veux que ma Lisa !» J'ai écrit cette pièce pour ma Lisa, et je veux un instinct de ma Lisa. Ah, quels enfants nous étions. Mais reconnaissez que je n'avais pas tort et que je ne faisais que ça pour vous, ma très chère Stella. Ah, Claude. Pauvre Claude. Je ne vous ai guère épargné. Et finalement, je vous ai appelé chérie, parce que chérie veut dire qu'on aime beaucoup. Et j'ai fixé des répétitions si nous trouvions l'église de vos rêves au 1er septembre. Et à ce moment-là, nos proches et nos amis commençaient à bavarder. Le soir même de notre conversation houleuse, je passais la soirée avec Charlotte chez notre ami James Barry. À 11 heures, nous nous préparions à partir lorsque Barry, me prenant à part, me demanda, en délayant au maximum sa pâte écossaise, « Verrez-vous Mrs. Campbell ce soir ?» Par ma faute, vous étiez un objet de scandale. Hein, si seulement je pouvais tomber amoureux sans le crier sur tous les toits. J'avais 56 ans et je n'avais pas grandi d'un pouce. J'étais Peter Pan, le personnage de Barry. Mais vous l'êtes toujours, et vous serez toujours un grand enfant, mon cher clown. Un enfant sans doute, mais effrayé et perdu, éploré, lorsqu'il apprit quelques semaines plus tard votre terrible accident de voiture. Ce drame ruina nos projets et vous tint pendant plus d'un an éloigné de la scène. On m'a rapporté que lors de votre accident, vous teniez sur vos genoux votre éternel pékinois et qu'il s'appelait, je crois, ce jour-là, Punky Pinky Poo. Vous avez raison. Pauvre bête, elle ne survécut pas à ses blessures. Et moi, j'ai cru que ma tête s'arrachait. Le choc fut si épouvantable. L'hémorragie gagna toute ma figure sous la peau et j'étais une véritable vision d'horreur avec un masque couvert de bleu large comme des soucoupes. J'ai bien cru ne plus pouvoir jouer. Quand j'y pense, vous l'avez échappé belle. Lorsque je vous rendis visite dans votre demeure de Kensington Square où vous passiez votre convalescence, j'étais un homme de fer, insolemment sûr d'être invincible. Ah, c'était là. 30 secondes. 30 petites secondes, et je me suis effondré. Oh, vous si belle. Quelle souffrance de vous voir ainsi, le visage tuméfié, les yeux au beurre noir. Je me suis mis à pleurer. Est-ce digne? Est-ce admissible à mon âge? Un gâteux, un mollusque, une fillette qui ne peut se contrôler. Je m'en excusais auprès de vous et vous assurer que je surmonterais cette misère ou que, pourquoi pas, en ferais-je une pièce à succès. Une pièce? Ah, je vous en dissuadais aussitôt. Écrivez des pièces sur ce que vous vous semble, mais je vous en prie pas sur nous. Je vous ai même chanté une chanson que ma fille chantait quand elle était petite. Il est fou, 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 il déraille, raille, raille, il tire ses chaussures à la marmelade, il mange son chapeau quand il a faim, il est fou, 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 il déraille, raille, raille. Oh, à cette chanson, vous allez comme un gant, et elle vous va toujours comme un gant.
pas, mon chéri. Ah, ça me rappelle un jour où j'ai stupéfié votre fille par un acte de démence irlandaise. Oui, c'était à bord d'une loge au Savoy. Nous assistions à une représentation imbécile d'une de mes premières pièces, Le héros et le soldat. À la fin, les spectateurs me firent une manière de triomphe, alors je me suis levé et je les ai bénis. Ah, je crois souvent être pape. Ah, pauvre petite, elle m'aura que fou. Mais vous êtes fou, monsieur Shaw. Vous êtes fou, je vous le confirme. Mais peut-être un jour serez-vous sage. Et si vous êtes très sage et que vous n'êtes pas trop insupportable, je vous écrirai à mon tour une lettre d'amour. Ah, riez, riez, pauvre fille. En attendant, si vous n'étiez resté près de moi au lieu d'aller rouler dans ce taxi stupide, vous n'auriez pas passé de longs mois immobilisé dans votre lit. Puis si vous étiez resté avec moi, votre amour m'aurait empêché d'aller me mettre dans de beaux draps comme ceux dans lesquels je me suis mis à ce moment-là. Je vous avais déjà raconté l'histoire, je crois, non? C'était au milieu d'une petite ville française. Là, ma voiture avait rompu un organe vital. Alors, pour m'éviter les fatigues d'un cours de mécanique, je m'étais réfugié chez le coiffeur en oubliant que je m'étais fait couper les cheveux la veille. De sorte que je me suis retrouvé chauve comme un œuf. Ah, j'ai découvert la catastrophe. Alors qu'il m'attaquait les sourcils, il avait dû les prendre pour une seconde moustache avec leur pointe à la Méphisto. J'étais devenu un fox terrier à poil dur. À ce moment-là, vous étiez en Savoie, où vous vous reposiez. Et comme le soleil était redoutable, je vous avais conseillé de demander à votre chauffeur de vous garder un peu d'huile de graissage et de vous frotter le visage avec. Personnellement, j'utilise un petit crème spécial, mais l'huile de graissage est beaucoup moins chère et tout aussi efficace. Vous ne méritez pas d'être aussi intelligent. D'ailleurs, vous n'êtes pas tellement intelligent. C'est juste de la malice. Pour moi, je ne peux pas maintenir une exubérance comme la vôtre, qui s'accorde avec le cher accent irlandais. Je pense que le serpent devait la voir, sinon elle n'aurait même pas regardé la pomme. Vous savez que j'ai terriblement souffert de notre séparation pendant mon accident. Oh, je peux bien vous l'avouer aujourd'hui. Vous me manquiez terriblement. Et moi aussi, vous me manquiez terriblement, ma déesse. Et je me suis rapproché de vous, souvenez-vous, de plus de 200 kilomètres, jusqu'à Orléans. Ah, chose étrange, c'est la première fois que je visitais cette ville. Et j'eus aussitôt l'idée d'écrire une pièce sur Jeanne d'Arc, qui commencerait par le balayage de ses cendres juste après son martyre, et qui enchaînerait sur son arrivée au ciel. Dans une de mes scènes, on y verrait Shakespeare et Voltaire raser les murs pour éviter d'avoir à se dire bonjour. Je vous ai demandé par la suite si vous accepteriez de jouer la pucelle. Vous feriez votre entrée à cheval dans une armure étincelante et vous combattriez des figurants innombrables. Je me souviens de votre offre et de tous vos arguments pour tenter de me convaincre. C'était un véritable carnaval de mots. Et je me demandais comment je pouvais y répondre, moi, avec mes humbles paroles. Je m'efforçais de vous faire comprendre que je n'étais dans le fond qu'une femme de ménage sans intelligence ni charme. Et vous, qui êtes escortée par des femmes illustres, Jeanne d'Arc en tête. Je suis peut-être exhorté de femmes illustres, mais vous le savez, vous me le répétiez suffisamment. Je restais un petit enfant. Un petit enfant dont la frousse et la timidité étaient incroyables. Mon pauvre clown, si je ne vous dis pas embrassez-moi, c'est parce que la vie est trop courte pour le genre de baiser que mon cœur imagine. Et parce que vous êtes toujours en train de
courir, pour ne pas être en retard, pour le thé, pour le dîner, pour Charlotte. Regardez-moi dans les yeux, 2 minutes, en silence. N'ai-je pas raison? Stella, je ne peux guère vous contredire. J'étais pris pendant des années dans un engrenage infernal. Alors, de votre accident, j'aurais dû tout balayer d'un revers de main et rester à vos côtés. Et toujours, je peux vous l'assurer, vous restiez dans mes pensées, omniprésentes. Et durant votre convalescence, j'ai vécu le plus terrible des enfers et les pensées les plus folles tourbillonnaient dans ma tête. Je criais et je me disais sans cesse, il faut l'arracher à ce lit infirme et il faut que la santé lui revienne, sinon j'entrerai dans votre lit et nous périrons ensemble scandaleusement. Mon cher enfant, que votre bienveillance à mon égard me fit alors dire. C'est que je vous aimais, Stella. Souvenez-vous-en, je vous aimais profondément et je vous aime et j'en arrivais à détester alors cette pauvre Charlotte et à lui souhaiter les pires déconvenues. L'idée que vous puissiez la rendre responsable de cette situation me déplaisait. Et je vous demandais plutôt de prier pour elle, pour qu'elle soit bonne, même si elle me prend pour une aventurière. Elle peut vous permettre de me rendre visite quand je suis malade. Il n'y a là rien qui ne soit respectable. Et je vous répondis aussitôt, mon pauvre amour. Mieux vaut ne rien lui demander du tout. C'est à peine si j'articule son nom. Hier, tragédie. Charlotte avait écouté un de vos coups de téléphone. Elle m'a fait une scène atroce. Elle parlait de vous tuer et de se tuer. Si vos visites n'étaient pas très fréquentes, et dépendaient du bon vouloir de votre Charlotte. En revanche, l'honorable George Cornwallis-West, que je ne connaissais pas, vint presque chaque jour remplir ma chambre de rires et de roses. Cela vous irrita d'autant plus que George était jeune. Très jeune même par rapport à vous. Je tentais bien de vous rassurer en vous indiquant qu'aussi terrible que pouvait être votre inquiétude, elle n'était rien comparée à l'humiliation que Charlotte m'infligeait tant que je n'avais pas de mari. Maintenant, les choses changeaient. Peu à peu, je recommençais à marcher. Et j'appris un jour que votre mère se sentait très mal. Sachant que vous l'aimiez passionnément, je m'inquiétais pour vous, mon cher amour. Si elle vous quitte, elle laissera dans votre cœur et dans votre âme un vide immense. Ma mère, elle avait trouvé le moyen de percer une dent de sagesse à 80 ans. Et j'ai su très vite que c'était la fin. Vous savez jouer? J'y réfléchis. Et je me rends compte que j'adore le sentimentalisme. L'amour, la jeunesse, les bébés, les mamans, la foi et mille autres choses simples. Et les acrobates qui traversent la mort sur un fil. Comme vous, mon clown. Comme vous. Complètement rétabli. Je songeais de nouveau à votre pièce, à notre pièce. Et Pygmalion fut enfin annoncé pour avril 1914. Ah, mon bonheur était extrême. Vous savez, mon cher Joé, je peux bien vous le dire à présent, je connaissais ma force. Il fallait m'éloigner de Londres pour étudier mon rôle. Mais j'avais oublié dans mon programme le visiteur de chaque jour, George Cornwallis-West. Dans un moment de légèreté, je lui dis qu'il pourrait m'accompagner à Brighton et qu'il pourrait m'écouter apprendre mon texte. Mais que faire de vous? Que faire de mon cher clown? Vous m'aviez accompagné chez le médecin pour une dernière consultation et je vous annonçais mon départ le lendemain pour Brighton en vous précisant que je devais partir seule. Sinon, que deviendrait mon équilibre et notre petite clochard? Vous m'avez dit alors, mon cher
est merveilleuse, mais pas quand on est seul. Mais j'avais envie d'être enfin avec vous. Si j'avais été avec vous, je vous aurais caché dans mes bras et je vous aurais dit toutes sortes de choses pour vous faire oublier les mois pénibles que vous veniez de passer. Je ne voulus pas en démordre. Je devais partir seule, au bord de la mer. Quelle torture ce fut pour moi. Et comment pouvais-je rester à Londres alors que maintenant vous étiez redevenu vous-même? D'ailleurs, je ne pus y résister. Je fis mes bagages, attrapai le premier train pour Brighton et grimpai 4 à 4 les marches de votre hôtel au moment où vous descendiez seul dans le hall. Je suis surprise par votre présence. Joël, que faites-vous ici? N'avez-vous pas vu ma lettre? Oh, je vous en prie, retournez à Londres immédiatement, immédiatement. Très bien. Si vous ne partez pas, c'est moi qui partirai. Le lendemain, nous étions partis, Georges et moi. Et je vous avais laissé un mot par l'intermédiaire de la femme de chambre. Ce mot, je l'ai toujours sur moi. Et même aujourd'hui, je ne parviens pas à vous le pardonner. J'ai compris soudain que vous n'aviez aucun caractère, que vous n'aviez pas de tête, qu'il n'y avait rien de vrai dans votre amitié, que vous rêviez de vivre, mais que quand on vous apportait la vie, vous preniez la fuite. En fuyant, vous avez blessé ma vanité. Voilà le crime impardonnable. Que vous importait. D'ailleurs, vous ne vous souciez pas plus de Georges, du reste. En quoi vous en pensiez, vous n'épouseriez pas Georges. Vous n'épouseriez pas Georges. J'en étais alors persuadé, pauvre idiot que j'étais. Oui, c'est pitoyable aveugle, malheureux troubadour, incapable de comprendre une simple femme. Vous m'avez perdu, parce que vous ne m'avez pas trouvé. Vous m'étouffiez sous votre égoïsme et sous le fardeau de votre moi. Mais Stella, vous aviez promis, que diable? Que vous fallait-il de plus? Des huîtres? Du champagne? Bon, en tout cas, j'avais retiré quelque chose de ce voyage. J'avais déjà écrit la pièce. Et nous commençâmes à répéter à la mi-février. Oh, vous souvenez-vous de mon inquiétude? Jouer à 49 ans, le rôle d'une fille de moins de 20 ans, et prendre l'accent faubourguin, ce n'était pas une mince affaire. Mais je m'en remis entièrement à vous. Je fus aussi soumise qu'une souris. Oh, Mais l'alcool est un produit nécessaire. Il permet au Parlement de prendre à 11 h du soir des décisions qu'aucun homme sensé ne prendra à 11 h du matin. Le jour de la première répétition, j'ai voulu, sans doute pour vous impressionner, vous raconter l'histoire encore une fois. La pièce débute sous les arcades de l'église Saint-Paul à Covent Garden. C'est une de ces nuits de Londres où il pleut des hallebardes. Alors quelques personnes, en sortant de l'opéra, s'abritent sous les arcades en attendant leur voiture. Parmi elles, le professeur Henry Higgins, la plus haute autorité mondiale de phonétique. Comme toujours, il est armé de son calepin et de son crayon. Et maintenant, dans le brouhaha général, nous percevons votre voix, Stella. Et soudain, émergeant de la nuit pluvieuse, une fille en loques, avachie, Eliza Doolittle. achetez donc des fleurs à une pauvre fille. L'attention des Higgins est attirée et il sort ses armes. Mes violettes, qui est-ce qui veut mes jolies violettes? Et vous laissez tomber un bouquet dans la bouche et le voyant invendable, vous pleurez. Je vous avais alors demandé qu'est-ce que ça voulait dire A-E-I-O-U. Ça veut dire A-E-I-O-U, rien de plus. Une fille des rues qui pleure, tout simplement. Aïe, aïe, aïe. Higgins s'écrit frénétiquement sur son carnet. Quel timbre délicieux. Eh ben,
J'ai pas fait de mal! C'est mieux. Ah, bon. De toute façon, cet accent me fera mourir. Vous avez fait des lises à une clocharde uniquement pour me torturer, j'en suis sûre. J'ai pas fait de mal, ouais! Mais femme, cessez sur le champ ce détestable vagabondage ou cherchez refuge ailleurs. Moi, dis donc, mais j'ai le droit d'éclat tout comme vous si ça me chante! Ouais! Une femme qui fait des sons pareils n'a le droit d'être nulle part, n'a même pas le droit de vivre. Enfin, tâchez de vous souvenir que vous êtes un être humain doté d'une âme et du don divin de la parole articulée. Que votre langue maternelle est celle de Shakespeare. Oh, mais c'est celui-là, tiens! Et de la Bible. Oh, mais ne restez pas là à reculer dans le genre neurasthénique. Mais, vous voyez, cette créature, avec son anglais de trottoir, eh bien, je me vante en 6 mois, messieurs, de faire prendre cette fille pour une duchesse à la garden party d'une ambassade. Bon, qui dit? Eh bien, espèce de vieille feuille de chou, vous qui incarnez l'insulte faite à la langue anglaise, eh bien, je me charge de vous faire prendre pour la reine de Saba. Ah ouais? Wow. Eh bien, vous voyez, c'est plus si difficile. Dans un mois ou deux, vous y serez. Je ne vois pas ce qu'il y a de si difficile pour vous d'être vulgaire. Bon. Et maintenant, reprenons après la scène où vous arrivez et où vous vous asseyez. Les autres sont de chaque côté. Alors, ici, Madame Perfonnel. Là, le petit Freddy. Mrs. Higgins et Monsieur Higgins. Madame Higgins dit: croyez-vous qu'il pleuvra? La dépression qui se creuse à l'ouest de ces îles s'avance lentement en direction de l'est. Et il n'y a pas d'indication d'un changement important dans la situation barométrique. Ça alors? Qu'est-ce qui vous fait rigoler, jeune homme? J'espère que le temps ne tournera pas au froid. Il y a tellement de grippe partout. Oh, ma tante est morte de la grippe. Est-ce qu'ils prétendent? Vraiment? Mais à ce que je crois, ils ont achevé la pauvre vieille. Ils l'ont achevé. Ah oui, ma cocotte! Hé, faut pas y arrêter de mourir de la grippe, hein? Et c'était pas mal tiré de la diphtérie l'année d'avant, hein? Et sa bobine drôlement bleue, même qu'ils l'ont tous fait morte. Mais mon père, il lui faisait descendre une chine dans le gosier pour la faire revenir à elle. Si raide qu'elle a failli avaler la cuillère. Ah! Vous voyez une femme de cette force mourir de la grippe? Oh. Et son chapeau de pointe tout neuf comme elle va venir. Mon œil! Quelqu'un l'a piqué. Mais c'est ce con, piquer le chapeau qu'on a acheté la vieille. Vous voulez dire que votre tante a été tuée? Ah, tu parles! Mais il l'aurait zigouillé pour une épingle à cheveux. Alors, pour un chapeau. Mais ce n'est sûrement pas bien à votre père de lui avoir versé de l'alcool dans la gorge. Il aurait pu lui arriver du mal. Pour quelqu'un d'autre peut-être, non? Ah, pas pour elle. Ah, pour elle, le gin, c'était comme du lait de nourrice. Oh, d'ailleurs, il en avait versé tellement lui-même dans sa propre gosier qu'il savait mieux que personne que ça ne peut pas faire de mal. Oh, mon Dieu! Bah, moi, j'ai jamais vu que
avez bu la goutte. Ah. 4 jours avant la première, j'avais très peur de ne pas être encore au point. Ah, et vous ne l'étiez pas. Vous ne l'étiez pas du tout. Vous n'aviez pas trouvé le bon ton et vous ne parliez pas assez fort. Je vous l'avais d'ailleurs dit la veille de la première, un peu maladroitement d'ailleurs, mais je ne pensais pas déclencher en vous une telle fureur. Je sais que mon jeu est une pitrerie grotesque. Et je vous avais prévenu que j'étais bien trop âgée pour le rôle et que je ne pourrais jamais devenir une clocharde, même si je devais sauver ma peau ou la vôtre. En revanche, je sais que je me fais entendre à toutes les places de n'importe quel théâtre du monde. Oh, mais est-ce ma faute si vous devenez sourd? Ah, ma chère Stella, vous ne m'avez rien épargné et je l'avais bien mérité. Et la pièce se déroula comme dans un rêve. À chaque acte, les rires, les applaudissements, l'enthousiasme allaient crescendo. Vers la fin, vous aviez emporté Londres dans une tornade. Une nuit, nous arrivâmes ensemble au sommet de la gloire. J'étais le plus heureux des hommes. Et plus dur fut la chute. Charlotte avait organisé une petite fête sur le plateau après le spectacle. Et quand j'allais vous chercher, une surprise m'attendait. Oh, vous avez toujours possédé le génie des coups de théâtre. Vous attendiez Georges. Georges qui venait vous chercher en voiture. Georges que vous aviez épousé quelques jours plus tôt. Ah, il était temps de me le dire. Cette nouvelle me fit l'espèce d'une pompe. Vous ne m'aviez parlé de rien. De rien. Vous me le reprochez toujours, mon cher clown? Vous souvenez-vous de ce que je vous ai répondu? Comment aurais-je pu vous en parler? Vous étiez là, ivre d'orgueil, à me torturer. Et puis qu'aviez-vous à m'offrir, vous qui vous cachiez sans cesse derrière Charlotte, avec vos discours et vos promesses? Vous n'avez jamais été mon amant. Voilà ce que je vous ai dit. Que je pourrais vous redire encore aujourd'hui, alors que le pauvre Georges n'est plus de ce monde. C'est vrai, Stella. Je n'avais pas grand-chose à vous apporter et je n'étais guère disponible. Mais j'étais marié, j'ai seulement fait en sorte que Charlotte souffre le moins possible. Comment pourrais-je vous le reprocher à présent? J'attendais peut-être un signe, un petit signe de vous. Cher Jolet, on dit que dans vos pièces, vous descendez loin dans l'analyse du cœur humain. Mais dans la vie, vous êtes un bien piètre observateur. Stella, je vous aime. Je vous ai toujours aimé. Vous avez toujours exercé sur moi une incommensurable fascination. Vous êtes une fée. Vous êtes la fée Clochette. Dès que vous avez posé sur moi le bout de votre baguette magique, j'ai ouvert la fenêtre de ma chambre et je me suis envolé vers le ciel. Oh, Charlotte a dû être bigrement surprise. Heureusement qu'elle ne vous a pas suivi. Oui, voilà tout mon problème. Vous ne me prenez pas au sérieux. C'est vrai que je suis un pitre, un charlatan, un ours indigne de vous. Il est fou, 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 il déraille, raille, raille, il tire ses chaussures à la marmelade, il mange son chapeau quand il a... Mais finalement, vous êtes un monstre. Vous n'avez pas de pitié, vous n'avez pas d'humanité, vous n'êtes pas une fée, vous êtes une sorcière. N'hésitez pas, humiliez-moi, injuriez-moi, frappez-moi. Personne désormais ne peut plus m'atteindre. Ah, c'est vrai, vous êtes invincible, vous êtes sur votre piédestal. Et mon pauvre chéri, vous n'avez donc rien compris. Je sais que j'ai frôlé les étoiles et je vous le dois en partie. Mais vous le savez bien, depuis la guerre et la mort de mon fils bien-aimé Théo et du pauvre Georges, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Au théâtre, je ne suis plus qu'une ancienne gloire dont on connaît le nom, pour quelque temps sans doute
mais dans quelques années, on n'entendra plus parler de moi et je serai rentrée dans l'ombre. Alors que vous, votre nom continuera à briller à travers vos œuvres qui vous surveilleront. Et croyez-moi, cher Joé, on parlera encore de vous dans plusieurs siècles et j'en suis très heureuse. Alors, ma chère Stella, je vous en supplie, je vous en conjure, il ne faut plus nous disputer jusqu'à ce que nous soyons morts ensemble. Alors, on pourra nous joindre à Héloïse et Abélard, à Paul et Virginie, à Roméo et Juliette et à tout le cortège. Ah, mais vous êtes un clown, un véritable clown. C'est un télégramme pour vous. Lisez-le, je vous prie. Oh, un clown à qui l'on vient de décerner le prix Nobel de littérature.